tout à l'heure sur ce thème, accompagné de Madame Flavienne Dovonou Aïnan. Voilà, les deux panélistes. Prenez place. Madame Flavienne qui s'avance, on l'accueille également. Docteur Ambarka, vous avez la lourde charge de diriger ou de modérer cette table ronde, mais en nous aidant à tenir vraiment dans le temps, voilà, pour rattraper un peu le retard du matin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de modérer ce panel qui portera sur l'interopérabilité et systèmes d'information en santé. Et je vais commencer par une partie introductive et après je vais introduire les panélistes qui viendront développer plus ou moins les thèmes qui seront élaborés à cet effet. L'objectif de cette table ronde serait de voir comment favoriser la connectivité entre les systèmes de santé, améliorer la coordination et le partage des données sanitaires, réfléchir aux enjeux du dossier médical électronique, identifier des solutions d'interopérabilité adaptées au contexte béninois et proposer, disons, des recommandations techniques et organisationnelles concrètes pour une interopérabilité des systèmes d'information saine et efficace. Alors, pour la partie introductive, j'ai voulu qu'on échange un peu sur, disons, le positionnement des cliniques privées dans l'écosystème de partage des données. Alors, lorsqu'on prend les cliniques privées dans le système de santé béninois, on constate que plus de 40% des consultations sont faites par le secteur privé avant d'être envoyées éventuellement au niveau du secteur public. Donc, c'est un secteur, comme vous le connaissez bien, en forte croissance. C'est les cliniques privées sont le premier centre auquel les populations ont recours. Et nous constatons malheureusement que c'est à leur niveau qu'il y a moins de digitalisation. Donc, moins d'une clinique privée sur 5 aujourd'hui est non digitalisée. Et les 80% des opérations sont quasiment manuelles avec un manque de visibilité sur ce qu'elles font. Cela, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cela coûte aujourd'hui? Le fait qu'on ne vous voit pas, le fait que vous ne partagez pas les données, c'est que dans un premier temps, vous êtes hors du système du RAMU, comme vous le savez, qui est un système d'assurance médicale, pour lequel le fait que vous n'avez pas de système informatisé, on ne peut pas vous donner la charge justement de ces, entre guillemets, patients indigents. Tout à l'heure, la représentante du représentant justement de l'OMS disait qu'il y a des possibilités d'accompagnement. À ce niveau, on se rend compte que sans données, on ne peut pas non plus vous accompagner. Après, lorsqu'on parle de responsabilité de la prise en charge d'une épidémie, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, que le premier contact c'est vous,
Mais lorsque il est impossible de transmettre la donnée, comment le premier patient qui arrive à votre niveau, comment l'épidémie ou le cas infecté peut être transmis aux autorités sanitaires. Donc, il manque cette information. Et on a parlé beaucoup d'interopérabilité. Je pense que c'est des éléments sur lesquels nous allons revenir. Ensuite, c'est qu'on constate qu'il y a un souci là, je pense, c'est-à-dire que vous pilotez vos centres de santé sans instruments adéquats, et cela montre les difficultés que vous avez au quotidien. Donc, ce manque de partage d'informations, ce manque de partage des données fait que même si vous avez plus ou moins de système de lobbying, il est difficile qu'on vous insère dans la réglementation. Mais au contraire, vous la subissez. Parce que vos contraintes, vos données ou vos obstacles ne sont pas remontés plus ou moins en amont. Slide, s'il vous plaît. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi, justement, vos données ne circulent pas. Pourquoi il n'y a pas d'échange de données. Premièrement, c'est que on constate que chaque clinique initie des projets en interne avec des logiciels propriétaires sans standardisation. Et je pense que tout à l'heure, le panel précédent l'a évoqué. Chaque initiative, c'est-à-dire l'interconnexion par exemple, est prise comme un coût, alors qu'en vérité, ça devait être d'opportunité, parce que le fait que vous ne soyez pas connecté coûte plus cher que vous soyez connecté. Il y a également des interrogations en termes de confidentialité. Si la donnée de mon patient est transmise dans un système interopéré, qu'est-ce que cela coûte? Est-ce que l'information ne fuite pas? Je pense que c'est des thèmes que nous allons aborder au niveau de tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Tout à l'heure, je pense que le président de l'association l'a également dit qu'il manquait un appui du ministère de la Santé. Et donc, si vos données ou si vos problèmes ne sont pas connus, il serait difficile que l'État, plus ou moins, vous accompagne en fait dans vos besoins ou dans vos sollicitations. Je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, c'est que il ne serait pas possible d'échanger des données s'il n'y a pas de standard. Et je pense que pour les pays qui l'ont fait, qui l'ont réussi, et ça vous le savez, il y a des normes qui existent, des normes internationales, des standards internationaux, qui formalisent en fait le standard sur lesquels il faut échanger les données, et donc qui imposent cette norme aux développeurs d'applications, aux startups éventuellement qui vont innover, et cela permet d'échanger les données entre les différentes plateformes et les différents logiciels. Ensuite, souvent, le constat est que les données ne circulent pas parce qu'on ne vous le demande pas. Mais parfois, lorsqu'on vous le demande, entre le temps, la demande et le temps de mise à disposition, parfois des sanctions peuvent venir. Et c'est pour ça que souvent, il y a un décalage justement entre... Parce que le délai est souvent court, et si vous n'avez pas un système d'information, vous êtes obligé de courir justement à un développeur pour qu'il puisse mettre une solution digitalisée pour permettre d'échanger des informations. Donc pourquoi les données ne circulent pas? Parce qu'il y a des réalités de non-digitalisation, de non-standardisation, et surtout parce que, entre guillemets, on ne vous l'oblige pas. Mais je pense que dans une gestion au quotidien, dans une gestion d'une entreprise, on a besoin nécessairement d'aller vite. Et lorsqu'on est dans le domaine de la santé, comme vous le savez bien, une seconde peut coûter des vies. Et il ne faudra pas nécessairement ces journées-là pour vous montrer l'importance de la digitalisation. Je pense que les différents panélistes qui sont autour de la table, on essaiera d'échanger avec vous sur ces éléments-là. Slide, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce que vous avez à gagner en partageant vos données? Pour moi, c'est transformer votre clinique comme d'un acteur qui est aujourd'hui invisible en un partenaire stratégique incontournable du système de santé béninois. Dans un premier temps, c'est de donner, avoir accès au RAMU, je viens de le dire, et avoir accès également aux autres acteurs du parcours de soins. Vous le savez, lorsqu'on vient au niveau de votre clinique, au-delà de la clinique, il y a tout un écosystème qui est derrière, que ce soit les assureurs, que ce soit les pharmaciens, les laboratoires, ainsi de suite. Ça permet non seulement de donner plus ou moins la rapidité de traitement d'informations à ces différents acteurs, mais c'est surtout de satisfaire le patient, d'accord, qui souffre de quelque chose et qui voudrait être rapidement soulagé. C'est également permettre une éligibilité au financement et aux partenaires. Je viens de le dire tout à l'heure, que ce soit l'OMS, l'FDGIZ. Je pense que lorsqu'ils soumettent des projets, il faut nécessairement avoir des données sur lesquelles il faut tabler pour qu'ils puissent vous accompagner. Ensuite, je pense que même la première raison, c'est d'avoir ce que j'appelle ce tableau de bord opérationnel au sein de vos entreprises. Vous ne pouvez pas diriger vos cliniques à vue, sans données, ce n'est pas possible. Et je pense que tout à l'heure, on parlera des difficultés ou des stratégies de collecte ou de centralisation pour des statistiques. Et après, comme je viens de le dire également, vous avez une visibilité au niveau justement du gouvernement par le biais du ministère de la Santé qui pourra vous accompagner et vous référer justement comme acteur de la chaîne de santé. Donc voilà, au cours de ce panel, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir ensemble que des solutions existent, d'accord, et qu'il est temps de passer à l'action. De passer à l'action en interconnectant les systèmes, d'abord en digitalisant les systèmes internes, en les interconnectant, et cela permettra éventuellement d'avoir plus de visibilité au niveau de vos activités. Donc, ce faisant, je vais laisser la parole à Madame Adobonon, c'est ça? Adobonon, pour sa première présentation. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Et messieurs, mesdames, chers invités, honorables invités, bonjour. Ce n'est pas ça, c'est le second. J'ai le plaisir de vous exposer la gestion des données sanitaires et les statistiques au Bénin. C'est un bref exposé pour montrer comment le système fonctionne en matière de collecte et le traitement des données. Notre intervention s'articule autour de 6 points en dehors de l'introduction et de la conclusion. Diapo. Nous allons démarrer, nous allons introduire notre exposé en définissant les statistiques comme la collecte, l'analyse et la présentation des données liées aux prestations de soins. Et cette statistique a divers aspects de prestations de soins. Et elle est recueillie, par exemple, le volume, elle est recueillie au niveau des formations sanitaires à partir du volume d'activité
le profil du client, sur la morbidité et la mortalité. Et ces statistiques sont recueillies aussi sur l'utilisation des finances et des ressources. Diapo. Les statistiques sanitaires sont essentielles pour la prise de décision. Elles permettent de mesurer les performances des structures sanitaires. Elles permettent aussi de planifier les ressources humaines et financières et faire suivre et évaluer les interventions d'amélioration de la qualité des soins. Ça permet aussi de faire le suivi de la performance des cliniques privées qui occupent une place importante dans l'offre de soins au Bénin. Diapo. Le Bénin a un système national d'information et de gestion sanitaire qui est mis en place depuis 1990. Et ce système a pour rôle de collecter, d'analyser et de diffuser les données avec une procédure standardisée de collecte et de transmission des données agrégées, des données individuelles, mensuellement, trimestriellement et suivant une organisation pyramidale du système de santé. Le Bénin dispose aussi d'une plateforme nommée DHIS2, qui est une plateforme web utilisée depuis 2014 pour centraliser les données sanitaires et faire suivre dans le temps les indicateurs issus de ces données sanitaires. Le circuit de l'information de la collecte de ces données. Les outils qui sont mis à la disposition des formations sanitaires sont remplis. Après le remplissage de ces outils, le gestionnaire des statistiques qui a un compte dans DHIS2 peut saisir directement ces données dans la base. Dans le cas contraire, les outils remplis manuellement sont transmis au niveau de la zone sanitaire. Et après la transmission de ces données au niveau de la zone sanitaire, le contrôle de la qualité de ces données débute à partir de la zone sanitaire jusqu'au niveau supérieur, comme la direction départementale de la santé et le ministère de la Santé. Diapo. Compte tenu de l'importance de la qualité des données, nous avons voulu un peu exposer comment ça se passe au niveau du système. Et cette étape se fait à partir des échanges, des supervisions et des travaux. Et l'échange commence d'abord au niveau des formations sanitaires. Le gestionnaire des données statistiques, après la consolidation de ces données au niveau de la formation sanitaire, valide ces données avec le personnel soignant avant de les transmettre au niveau de la zone sanitaire. Et au niveau de la zone sanitaire, pour le contrôle, l'équipe de la zone sanitaire chargée de la statistique fait appel aux formations sanitaires et ensemble avec leur registre et les outils envoyés, ils essaient
de confronter ces outils pour pouvoir valider ces données transmises. Puis après, au niveau de la zone sanitaire, les données sont validées avec la DDS, puis au niveau central, ces mêmes données sont validées avant d'être consolidées pour en faire un annuaire statistique. Diapo. Les sources primaires des données sanitaires comprennent les dossiers médicaux qui constituent un outil de confidentialité, des registres de consultation, d'hospitalisation, des actes, des rapports des programmes sanitaires, les logiciels de facturation et les logiciels des ressources humaines, ainsi que les logiciels qui traitent les ressources matérielles. Diapo. Pour collecter ces données, pour avoir les statistiques sanitaires, il nous faut des ressources humaines. Donc, il faut des ressources humaines, il faut des gestionnaires de données qualifiés. Mais dans l'information sanitaire, nous avons les gestionnaires, peu de gestionnaires qualifiés et des faisant fonction de ces gestionnaires. Et aussi, nous rencontrons aussi des personnels soignants qui s'occupent des données sanitaires. Et au niveau national, nous disposons aussi des agents qualifiés pour le traitement de ces données statistiques. Sur le plan matériel, il faut des ordinateurs et la stabilité de la connexion pour la collecte et la gestion des données sanitaires. Et sur le plan financier, il faut prévoir des budgets pour la multiplication des supports papier et du budget pour assurer la maintenance du système si la structure est digitalisée. En ce qui concerne la diffusion, les statistiques produites par les formations sanitaires sont diffusées lors des réunions au niveau des formations sanitaires, lors des CODI, pour une prise de décision. Et aussi, ces statistiques sanitaires figurent dans les rapports d'activité annuels des formations sanitaires. Et sur le plan national, tel que j'avais dit tout à l'heure, ces statistiques sanitaires sont consolidées, validées et diffusées. Diapo. Quelle est alors la place des cliniques privées dans le système de la santé? Les cliniques privées contribuent à l'offre de soins. Ils participent au SINIS et au DHS2. Ils collaborent avec... elles collaborent avec les zones sanitaires. Elles interviennent dans la production des données sanitaires obligatoires et surtout, elles produisent des données agrégées. Les cliniques privées n'utilisent pas les fiches individuelles que les hôpitaux utilisent. Parce que les hôpitaux utilisent les fiches individuelles pour chaque patient lors de la consultation et les fiches individuelles à la sortie de patients hospitalisés. Et sur cette fiche, nous avons tout ce qui concerne le profil du client et ainsi que
les diagnostics qui sont classés selon la classification internationale des maladies. Diapo. Sur le plan national, le nombre de formations sanitaires ayant transmis les rapports varie de 1857 en 2023 à 1973 en 2024. La participation du secteur privé a progressé de 44,9% en 2023 à 4,2% en 2024. À 47,2% en 2024. Donc, disons que cet renforcement progressif montre l'implication des structures privées dans la production des données au Bénin. Nous allons vous présenter quelques statistiques et à partir des données agrégées que le système collecte. Et en 2024, et lors des consultations et des hospitalisations, les infections rencontrées sont au nombre de 5 960 000. Nous avons arrondi un peu. 2 560 millions pour les hommes, chez les hommes, et 2 400 000 chez les femmes. Le paludisme occupe 29% des cas rencontrés. Les infections respiratoires aiguës, 13,6%. Merci. Et le reste des affections, comme c'est des outils agrégés, les autres affections qui ne figurent pas sur le support sont classées dans autres affections. Et ces affections représentent 37% des cas enregistrés. Diapo. En ce qui concerne la mortalité, 12 362 cas de décès ont été enregistrés à partir de ces affections tout à l'heure énumérées. Ça a été là-bas. Donc, au total, on a trouvé 6 768 cas de décès chez les hommes et 5 594 chez les femmes. Le paludisme grave a enregistré 13,1% de ces cas de décès. Ainsi de suite. Et le reste des affections qu'on avait classées dans autres affections ont enregistré 60,5% des cas de décès, dont on ignore les causes réelles. Bien entendu, malgré la progression et les efforts du système, quelques défis restent toujours à relever. Par exemple, les défis concernant les ressources humaines, matérielles et financières, défis concernant l'organisation au sein des formations sanitaires et l'insuffisance de l'implication active du système privé et aussi l'insuffisance de formation sur la classification internationale des maladies. Donc, on ne peut pas digitaliser le dossier patient sans utilisation de la nomenclature. Donc, raison pour laquelle il faut forcément former le personnel soignant sur l'utilisation de la classification internationale des maladies. Comme perspective, nous avons la formation, telle que je l'ai dit tout à l'heure, et la digitalisation. Conclusion.
Pour conclure, nous constatons que la qualité des données constitue un enjeu national qui concerne tout le monde. Ce n'est pas forcément le niveau central, le niveau public. Ça concerne que ça soit public ou privé. Donc, la digitalisation est à renforcer pour pouvoir corriger et nous aurons les données de qualité pour des meilleures prises de décision. Je vous remercie. Excusez-moi pour... Merci Madame Dovonou. Merci pour votre présentation. Donc à présent, nous allons laisser la parole à Monsieur Agossou pour nous parler plus ou moins des difficultés ou des problèmes que vous rencontrez pour collecter ces informations-là. Merci. Merci à Monsieur le modérateur, merci à Madame Maïna, merci à tout le public qui m'accorde un peu leur attention pour le moment. Alors, la collecte des données sanitaires au Bénin, le problème que ça pose n'est pas forcément ou seulement lié au secteur privé. Je crois que c'est à tous les niveaux, que ce soit du public ou du privé, à tous les niveaux on a des problèmes à avoir de données fiables, de données exploitables, des données à partir desquelles on peut tirer on peut prendre des décisions idoines. Nous ne sommes pas savoir quand on prend les cliniciens dans leur quotidien, où leur quotidien est quand même rythmé par des décisions vitales pour nos patients. Et pour prendre cette décision, les cliniciens, d'une part, ont besoin d'une seule chose. Et cette chose, c'est l'information médicale fiable, complète et accessible au bon moment. Alors, si nous voyons ce qui se passe avec nous aujourd'hui, nous faisons face quand même dans nos établissements de soins, des cabinets aussi, qu'ils soient privés ou autres. La collecte des données est un parcours de combattants. Aujourd'hui, au Bénin, nos données sanitaires, on peut dire en griffe, voyagent trop souvent. Et elles voyagent comme les usagers de nos établissements de soins. C'est pour dire quoi? Quand un patient, pour sa première consultation, se présente dans une formation sanitaire, après consultation, les résultats de son bilan de laboratoire, les données cliniques qui ont été recueillies, tout est inscrit sur un bout de papier qu'on lui remet. Une seconde fois, s'il doit se présenter soit à un clinicien du même centre hospitalier ou autre, il est obligé de présenter le même papier exactement. Sinon, à un moment donné, s'il oublie ou s'il égare ce bout de papier, on doit recommencer à reprendre ses données personnelles. En ce moment, le même patient peut avoir un nom à un instant T. À l'autre moment, il aura encore un autre nom. Donc, un même patient peut avoir deux noms. Ça pose le problème de collecte de données sur les patients. Alors, les problèmes réels qui se posent actuellement à la collecte des données au Bénin se situent à 5 niveaux. On peut les regrouper à 5 niveaux. Donc, le premier niveau que j'appelle, par exemple, je nomme ça comme un double fardeau de collecte. Et ce double fardeau se résume en ce qu'on peut observer des redondances dans ce qui est fait au niveau des agents de santé qui doivent remplir manuellement les registres physiques officiels, par exemple registre de consultation, registre carnet de consultation, fiche de carte infantile ou carte maternelle, etc. Et c'est après maintenant que ces mêmes données qui ont été recueillies sur les
des supports papier vont être encore ressaisis sur des supports informatiques. Donc, la même personne qui est obligée de faire ces deux activités à la fois, ça pose un problème. Et puis, ça fait qu'on n'a pas souvent des données vraiment qu'il faut réellement. Le temps qui est pris pour le temps que prend ce double fardeau constitue en quelque sorte aussi un vol de temps pour le clinicien, parce que quand on prend toutes nos formations sanitaires, qu'ils soient publiques ou privées, le temps qu'on prend à remplir les cartes, le temps qu'on prend à remplir les registres, quand on voit tout ça, le clinicien n'a pas souvent le temps pour pouvoir parler sérieusement avec son patient, pour pouvoir bien écouter son patient. Donc, c'est un véritable problème aussi dans la collecte des données. Ça fait que le personnel qui après doit consulter ces registres pour pouvoir collecter ces données, il y a des endroits où les écritures ne sont pas lisibles, surtout l'écriture en griffe, c'est que nos médecins, vraiment, les carnets même de soins ne sont pas faciles à lire, alors qu'il faut prendre des décisions à partir de ce qu'ils ont écrit. Donc, le gars ou le monsieur est obligé de griffonner quelque chose qui ne reste pas seulement à son niveau, qui est allé jusqu'au niveau central pour prise de décision. Donc, il y a vraiment un problème qui se pose là. Le second point de difficulté, c'est les obstacles liés à l'environnement et aux logistiques. Donc, on peut parler dans les endroits où il y a des systèmes informatiques pour saisir les données. On peut observer des coupures d'énergie, le réseau Internet qui est peut-être défaillant, ces différents pannes, à un moment donné, retardent la saisie des données. Et quand le temps passe, s'il faut revenir pour refaire cette introduction des données sur le système, ce n'est pas toujours agréable que les bonnes données soient inscrites. Le troisième niveau, c'est la mauvaise qualité liée aux données mêmes, la qualité intrinsèque de la donnée collectée. Donc, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle le piège du test libre. C'est en absence d'interface standardisée, chaque clinique souvent chaque clinique, chacun a son logiciel de collecte de données. Et d'une clinique à une autre, chacun recueille ses données, ce qui fait qu'on ne peut pas connecter ou interconnecter deux cliniques pour un même patient qui a fréquenté ces deux cliniques-là et avoir les mêmes données pour ce même patient. Donc ça aussi, c'est un problème. Les erreurs sur les identités du patient, je l'avais abordé tout à l'heure. Quand le patient paie ses papiers, ses bilans et autres, on est obligé de reprendre. Alors que le problème financier aujourd'hui, il faut comprendre ça chez le Béninois. Le quatrième niveau, c'est la multiplication des outils. Un même infirmier doit utiliser les fiches. C'est-à-dire quand on prend les différents programmes qu'il y a au Bénin aujourd'hui, PNLP, programme SIDA, etc. Voilà des programmes projets qui ont des fiches pour collecter des données, mais au finish, au sommet, tous ces programmes ne peuvent pas rester ensemble en haut pour pouvoir prendre une décision à partir de leurs données. Chacun dans son domaine demande qu'on lui collecte ces données. Et à la base, c'est la même personne qui doit collecter ces mêmes données pour ces différents programmes. Donc, ça appelle un peu, je ne veux pas dire paresse, mais la tâche devient plus surcharge de travail à un moment donné. Et à tout ça s'ajoute la baisse de motivation. La baisse de motivation, parce que l'agent qui fait le travail n'est pas souvent formé à ça.
Donc c'est comme c'est un complément de tâche qu'on lui demande. Mais il faut le motiver, il faut lui dire ou donner quelque chose pour qu'il s'accroche à ça et faire, on peut lui réclamer maintenant un travail bien fait. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire pour le moment. Le reste des questions et avec les débats pourront nous amener à aller au fond de ce qu'on attend de nous. Merci, monsieur le modérateur. Ok. Merci beaucoup, monsieur Agassou. Et merci pour vos présentations. J'aurai quelques questions à vous poser. Et je vais commencer par Madame Dovanou. Vous êtes ingénieur planificateur et vous êtes chef service de la statistique hospitalière. Donc je vous remercie déjà pour cette présentation-là. Et la question que j'ai envie de vous poser de suite, c'est que est-ce qu'il y a des indicateurs nationaux aujourd'hui que vous n'arrivez pas à fournir pour faute de données collectées aujourd'hui? Merci beaucoup à vous. Effectivement, il y a des indicateurs qu'on n'arrive pas à fournir avec précision, tels que je l'ai évoqué tout à l'heure, et surtout les indicateurs liés aux causes de décès. Liés aux causes de décès, parce que si la classification internationale des maladies est bien utilisée, il y a une partie qui concerne aussi les causes de décès. Il y a une partie qui concerne les causes de décès. Et aussi, au niveau des cliniques privées, après la collecte des données, on remarque qu'il y a plusieurs données manquantes. Il y a plusieurs données manquantes et pour ce faire, on est obligé de faire des enquêtes, de faire la collecte active pour aller recueillir ces informations. Et si ça ne suffit pas, on procède à l'estimation. En matière de qualité des données, si on procède à l'estimation, ça ne peut pas donc refléter vraiment ce qui se passe dans les formations sanitaires. Ok, merci. Au-delà justement de, comment dirais-je, de difficultés qu'on vient de rencontrer, qu'on vient d'énumérer, et peut-être M. Agassou va nous répondre, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de volonté des différents acteurs pour participer à la collecte des données? Parce que pour nous, c'est des informations importantes qui peuvent aider justement à l'action publique. D'accord? Maintenant, vous avez constaté des problèmes. Est-ce qu'il y a une manière d'inciter des gens? Vous avez parlé des problèmes de ressources, vous avez parlé des problèmes de temps. Est-ce qu'il y a une manière d'inciter des gens à fournir justement ces informations-là pour que l'État ou le gouvernement se base sur ces données fiables pour pouvoir prendre des décisions quand même qui peuvent aider l'action publique? Ok, monsieur le modérateur. Alors, difficulté de collecte des données, à quel niveau se situe, c'est ça? Si, se référant à ce que nous avons constaté sur le terrain, qui se passe sur le terrain, le secteur privé, en quelque sorte, n'a pas une pression extraordinaire dans la production des données. Je dis ça en griffe. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le secteur public, c'est comme si ces données, les données que le secteur public fournit, à elles, suffit en griffe pour pouvoir prendre des décisions. Du coup, quand on n'a pas les données du privé, personne n'en juge opportun d'aller à la collecte active, par exemple. C'est pas que les supports n'existent pas, les supports de pré-collecte n'existent pas dans ces formations sanitaires. Et une chose aussi qu'on a constatée, souvent les privés n'aiment pas trop déclarer
leurs activités ou les résultats de l'activité. C'est comme si on sait ce qui se passe là, l'État aura les yeux dans leur poche ou à voir qu'est-ce qui se passe là, je veux pas, je veux. Par exemple, vous faites, les enfants, par exemple, 10 accouchements, ils déclarent 10 accouchements sur un support de collecte. Mais vous allez en supervision et vous trouvez dans les écrits des différents registres, papier, autres, là, vous pouvez trouver 20-25. Ils disent qu'ils font une recette de 50 000 par exemple, mais vous voyez que c'est plus que ça. Vous voyez, donc il y a certains, quand ils coupent une partie de leurs données comme ça, ils vous envoient ça aux structures de tutelle, publiques de tutelle. On s'en fout de la suite, hein, on continue. Oui, allez-y, madame. Vous pouvez prendre le micro là. Merci, monsieur. Je vais essayer de compléter en donnant... Non, c'est fini. Je vais essayer de compléter un peu. Ah, vous voulez parler? Je vais essayer de compléter un peu en donnant un exemple. Par exemple, les outils de collecte individuelle que nous avons mis à la disposition des hôpitaux, les cliniciens ne s'impliquent pas du tout au remplissage de ces données, alors que ce sont eux qui posent des diagnostics. Et ils laissent ces outils à d'autres personnes qui remplissent. Là, les données sont biaisées. Donc, c'est pour appuyer un peu. Okay. Pour parler de la qualité. Il semble que j'ai posé une question qui fâche. Et en tant que modérateur, je ne peux pas me positionner en médiateur. Donc, je ne sais pas s'il faut donner la parole au public sous le contrôle de... On peut la donner? Ok, d'accord. Donc, je laisse... Allez-y. Oui, oui. On pourra faire une liste d'abord peut-être. Ouais, mais... On fait une liste de 3 personnes peut-être. Ouais. On fait une liste de 3 personnes. On va prendre une liste de 3 personnes. Je ne sais pas si le micro... Oui, je ne sais pas. Tenez. Si ça peut aider. Oui. Ok. Présentez-vous et vous posez votre question, monsieur. Merci beaucoup pour la parole. Et ce n'est pas des questions, mais il y a des données qui ne sont pas... Il n'y a pas la réalité. Le modérateur a commencé par présenter un tableau qui n'est pas du tout vrai. Ok. Et c'est comme si le privé ne donne rien. Même on a dit quelque part, un cas de choléra non déclaré et autres. C'est le contraire. Moi, je suis président du comité de santé de Cotonou 5. Je suis le seul privé qui a remplacé Philippe Johnson. Allô. Quand on a fait l'élection, je suis le seul privé, mais c'est moi qu'on a désigné comme président du comité de santé. Aujourd'hui, là, ils sont en train de faire une réunion à la DDS. La conférence des zones sanitaires est en cours. C'est parce qu'on a ceci que je ne suis pas allé là-bas. Mais ce qu'on a peint là n'est pas vrai. Les statistiques sont données, c'est obligatoire. Clinique Les Grâces, je me rappelle une fois, on a dit, on n'a pas déclaré, il manque ceci. Philippe s'est défendu. Il y a des erreurs. Je connais celles qui s'occupent de... Tous les mois, vous devez aller déposer les registres. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Moi, je suis ça de près. Je crois qu'il n'y a pas de vérité là. Les privés ne font rien de grave. On sous-estime les données que les privés donnent sont obligatoires. Nous ne savons pas ce qui se fait dans le public. Maintenant qu'on dise, M. Agosfou aussi a dit tout à l'heure que non, il y a des non-vérités. Toutes les structures privées doivent déclarer. Les premiers qui déclarent même les cas d'épidémie, c'est les privés. Nous, on a des salles d'isolement
ce qui n'existe pas dans les autres structures. Moi, je connais Cotonou 5 et je sais ce qui s'y passe. Et c'est la même chose, au moins dans le littoral. Non, il y a des non-dits. Okay. C'est vrai parce que là, on a peint comme si on ne participe pas, on force la main, on fait si, ce n'est pas vrai. Merci, je vais rapidement intervenir après. Je pense qu'il faut positionner plutôt le débat. On n'est pas dans une accusation d'un camp ou de l'autre, mais nous sommes en train de positionner l'importance de l'interopérabilité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, et je vous remercie pour ça, cher ami, parce qu'on en discutait longtemps la dernière fois à Zalaï, d'accord, où j'ai fait un exposé. Je sais tout ce que vous faites. Mais aujourd'hui, il y a un constat qui est là et qui est indéniable, et ça, je vous le défie, il n'y a pas d'interopérabilité. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est une évidence. Et donc, les différents cas d'usage que l'interopérabilité peut poser, c'est de ça qu'il s'agit, en fait, qu'on est en train de dire. Lorsque vous avez un système automatisé où vous rentrez une information d'un système et qui se retrouve en temps réel dans un autre système pour prendre une décision, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas en train d'incriminer vos méthodes, mais on est en train de voir ensemble comment l'interopérabilité peut vous aider à transmettre rapidement l'information et à avoir des données fiables. On n'est pas dans un réquisitoire et je voulais vraiment positionner dessus. Si les éléments qui ont été donnés sont pas exactement cela, on vous présente nos excuses, mais en aucun cas, on n'a pas dit que vous ne transmettez pas les données, mais on se dit comment l'interopérabilité, il faut voir le sujet, permet de résoudre rapidement les problématiques. Je pense qu'il faut repositionner le sujet. Oh, voilà. Merci. Donc je laisse, voilà, s'il y a une question. Merci. Ouais. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Okay. Et je pense que le problème, moi je vois autrement le problème. Mais avant d'évoquer ce que je souhaite, je reviens un peu à ce que mon collègue a dit. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui dans les cliniques privées? Quand on parle de statistiques, je crois que les cliniques privées donnent beaucoup de statistiques à l'État béninois. Je prends le cas de la zone sanitaire 1 et 4. J'ai des collaborateurs ici. Chaque semaine, le nombre de cas de paludisme doit être donné avant le lundi matin à 8 heures. Je dis bien, avant 8 heures. Toutes les semaines. Je ne sais pas s'il y a une semaine sur les 52 où on ne donne pas. Ça, c'est chaque semaine. À la fin du mois, les mêmes statistiques sont colligées et on donne encore le cas du mois en paludisme. Ils ne font pas le calcul à leur niveau. On répète. Je suis clair, hein, formel. Ok. Je continue. Vous prenez tous les cas de maladie qui existent. À la fin de chaque mois, il y a des feuilles. Je viendrai à la digitalisation. Mais je parle plutôt de feuilles. Au 21e siècle. Au 21e siècle. Si vous voyez la quantité de paperasse que mes collaborateurs remplissent chaque mois, mais ils ont autre chose à faire que ça. Voilà. Ils ont autre chose à faire que ça. Je vais vous dire, il y a tableau numéro 1, tableau numéro 2, tableau numéro 5. Il y a des noms interminables de tableaux et chaque fiche a son nom. Mais personne ne peut manquer de remplir une seule fiche. Moi, je dis c'est faux ce que vous avez dit. En zone 1 et 4, tout est parfait. Moi, je le dis. La pression à un niveau tel que on n'arrive même pas à travailler nous-mêmes. Vous êtes là et ils apparaissent par mois. Vous avez 3 ou 4 équipes qui viennent à l'improviste. Vous avez des consultations de malades là. Ils sont là. Mais vous faites tout ça à la fin, on dit on n'a rien. Non, tout ce qui est dans le privé est donné. Okay. Moi, je suis formel et je pense qu'il faut prendre ça en compte. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est digitaliser ça. C'est ça, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On a toujours demandé de digitaliser plutôt que nous écrivions
On a tellement de cahiers, de registres à remplir. Au 21e siècle, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, donnez-moi quelques secondes. Ok, allez-y. Quelques secondes parce que c'est très intéressant, parce que c'est l'objectif qui était visé en réalité. Parce que c'est déjà quelque chose que nous voyons, deux systèmes qui fonctionnent, mais qui ne réussissent pas à bien dialoguer. Ça, c'est la première chose. Et c'est la raison pour laquelle je suis content que l'équipe de la direction des établissements hospitaliers soit là. Je veux remercier leur directeur, le docteur Tokpanou Koudjo, je ne sais pas s'il est encore là. Je le remercie parce qu'il avait initié quelque chose et il faut que ça se pérennise. Depuis qu'il est venu à la tête de cette direction, il avait initié un dialogue mensuel où on se voyait, où on discutait, on parlait des difficultés, on parlait des perspectives. Le vrai problème, et on vient tous de le mentionner, il y a certaines zones sanitaires qui sont très actives. Il y a certaines zones sanitaires qui sont moins actives. Donc, vous avez parlé de vos zones sanitaires. Il y a des zones sanitaires, il ne faut pas limiter le Bénin à zones sanitaires 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je suis par exemple dans la zone sanitaire à Bomé-Calavi-Souava, qui est une zone sanitaire extrêmement difficile à gérer. Parce qu'il y a beaucoup de centres de santé. Et les ressources humaines pour pouvoir couvrir tous ces centres de santé sont difficiles à mobiliser. Ça, c'est le premier problème. Donc déjà, le fait que sur toute l'étendue du territoire, les données ne sont pas exactement les mêmes. La deuxième chose, c'est le problème de la paperasserie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour parler du numérique. Aujourd'hui, est-ce que il faut que ce soit le privé qui pense son système? Parce que nous avons une obligation, il faut qu'on soit opérationnel. Et nous avons des papiers qui ne correspondent plus exactement aux réalités. Nous avons des demandes de maladies qui ne correspondent plus complètement, je vais dire, à la courbe épidémiologique, qui doit évoluer. Vous avez parlé tout à l'heure de la nomenclature. La digitalisation permet aujourd'hui d'automatiser. Même si la personne entre le nom d'une maladie, automatiquement, le code qu'il faut, le code approprié apparaît. Alors, quand est-ce que le ministère de la Santé va mettre en place cette plateforme? Ça ne coûte pas grand-chose. Pour que, depuis nos bureaux, on puisse simplement entrer les données en temps réel et ça va faire que les statistiques qui sont remontées à l'OMS seront des statistiques fiables. C'est le vrai problème. Et nous, on veut réellement connaître parce que la part du privé est minorée. S'il n'y a pas eu des études qui ont été financées par l'USAID ou d'autres personnes, on minorise la part du privé. Alors que nous tous, nous sommes conscients que le privé fait un gros travail. Donc, du fait qu'on n'a pas de statistiques fiables, la part du privé est minorée. Donc, c'est le vrai problème qui se pose. Quand est-ce que ça va se faire? Moi, ça fait près de 10 ans qu'on m'a dit que non, le ministère est en train d'organiser une plateforme. Le ministère est en train de faire ça. Pour le SNINX, j'ai été à plusieurs... Oui, on nous a dit ça. On a été même à une réunion avec... chaque année, puis on fait la réunion avec les partenaires techniques et financiers, on nous invite. Et on nous dit, oui, on prévoit de digitaliser le SNINX, on prévoit de dématérialiser pour que chaque centre de santé soit en mesure d'entrer directement les données. Quand ça va se faire? Et je suis sûr que si ça se fait, ça règle toutes les questions, tout ce qui se dit ici, on va finir avec. Voilà, monsieur le modérateur. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si on aura la réponse à cette question-là. Merci. Monsieur le modérateur, je peux y aller? Allez-y, allez-y. Merci. Je pense que c'est une très bonne occasion pour nous, pour poser les problèmes qui se posent au niveau du secteur de santé privée. Parce que plusieurs fois, moi j'ai dit à nos autres sanitaires qu'il est temps d'arrêter avec les médecins d'envoyer les registres de consultation. Les registres de consultation étaient conçus comme les odinogrammes que l'OMS avait prévus
au moment où il n'avait pas assez de médecins, ou bien dans les zones de déserts médicaux, si je peux m'exprimer ainsi. Que ça là, c'est dépassé. Dans beaucoup de centres de cliniques privées maintenant, on n'est même plus au carton, on ne fait plus des dossiers de malades au carton. C'est dépassé, tout est digitalisé, informatisé. Quand les gens de la zone sanitaire viennent, ils veulent nécessairement que toi, tu sois obligé de fournir les statistiques selon les feuilles qu'ils ont amenées, telles qu'il a dit tantôt. On a proposé, j'ai même envoyé des exemplaires à nos zones sanitaires qu'il faut arrêter d'envoyer ces gens de papier. C'est encombrant, c'est contre l'environnement. Vous savez, par rapport aux impôts, quand tu prends un malade, on a les machines MSF. Automatiquement, le ministère des Finances sait que tu as déjà pris tel malade. Le malade a payé tant. Pourquoi quand tu poses un diagnostic pour un patient, le ministère de la Santé ne peut pas faire la même chose? Dommage que le docteur Koudio est là, je sais de quoi je parle. On en a parlé avec le ministre lui-même et c'est promis que ça doit être fait. J'espère que ça va venir très bientôt. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une dernière intervention, comme le temps passe, une dernière, et puis on va merci beaucoup. Merci vraiment aux conférenciers et puis à tous ceux qui m'ont précédé. Hein. Moi, je vais poser des questions concrètes qui vont m'amener à aborder vraiment la fiche qui est informatisée chez nous d'ailleurs. On a demandé à ce que ça soit informatisé pour favoriser, pour le recueil. La mortalité dans ce que vous avez présenté, dans 60,5%, on ne sait pas. Oui, la cause du décès, on ne sait pas. C'est un gros problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en 2025, on a telle insuffisance cardiaque, tel nombre d'hypertension artérielle. Sur le plan national, c'est un gros problème. M. Agosso a dit des choses pertinentes, hein, comme tout un chacun a dit. Partant de nos médecins, le temps, on a pris l'attention, le temps de mettre ça dans le système informatique. Parfois, au début, c'est difficile. Maintenant, quand on commence, c'est plus facile. Parce que quand on a pris l'attention, dans la précipitation, comme vous avez dit, vous avez soulevé des points concrètement pertinents que nous tous ici, nous devons revoir. Parce que quand on est devant un interrogatoire rapide, etc., on passe à côté. Mais quand c'est digitalisé, on sait que la partie de telle constante est là, on doit remplir, et qu'on doit vraiment remplir, ça rend plus fiable. En parlant effectivement de la liste, vous devez revoir, il n'y a pas obésité dans votre liste. Il n'y a pas AVC dans votre liste. Même le cancer, il n'y en a pas dans votre liste. C'est des choses vraiment pertinentes. Sinon, moi, je cite ça comme ça. Donc, et puis, M. Agosso, c'est là où le partenariat public-privé va vraiment se dynamiser. Ça, c'est des points importants pour que nous puissions nous asseoir et discuter de manière transparente et dynamique pour consolider le système. C'est sur ça que j'allais finir, pour que nous ne soyons pas là. Nous ne sommes pas là pour dire que oui, c'est le privé, c'est le public. Nous devons nous asseoir. Le privé ne doit pas être loin là-bas, le public avec tout le pouvoir. Non, nous voulons rendre fiable pour que l'offre des soins de Béninois puisse vraiment mieux être soignée. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Je pense que laquelle? Il y a une intervention, une dernière peut-être. Ok, c'est bon. Ok. Merci beaucoup pour les différentes contributions. Elle a dit. Ok. Bonjour à tous. Je vais abonder dans le sens de mes confrères. D'abord, je remercie Monsieur Agosso parce que, en effet, vous avez soulevé des points importants et qu'on comprend. On est d'accord. Mais, comme vous dites, le privé ne veut pas donner ses statistiques, etc. Je vais vous expliquer comment, à la clinique Louis Pasteur Porto Novo, comme ça vous savez exactement de qui je veux parler, eh bien, ça fait 5 ans qu'on a un dossier médical informatisé, que ça soit pour les consultations et les hospitalisations. Donc, le médecin
qui consulte ne peut pas être rémunéré s'il n'a pas rentré son diagnostic dans le SNIGS. Informatiquement, hein. De toute façon, nous, on n'a plus de dossier papier. D'accord ? Je veux bien que l'informatique, enfin notre logiciel n'est pas à 100%. D'ailleurs, on est en voie de le changer et d'évoluer justement. Mais déjà, ça donne une base. Et donc, le médecin, il a besoin que ça soit un prestataire ou un salarié, il est obligé de rentrer la statistique là pour pouvoir être cagnoté à la fin de sa consultation. C'est comme ça qu'on a obligé les médecins à le faire. Oh, on a perdu certains médecins, hein, je peux vous le dire. On a perdu. C'est pas grave, on continue à évoluer. Mais actuellement, si je comprends bien, on est à la CIM 10, c'est bien ça, non? Voilà. Vos dossiers papier sont toujours à la CIM 10. Mais il me semble que depuis au moins 5 ans, j'ai entendu dire que le Bénin avait opté pour la CIM 11. Et quand vous avez un médecin et que, comme disait Dr Mousset, on tape un diagnostic, on trouve pas on a fait un beau diagnostic et tout, on est tout fiers, et puis tu tapes dedans, tu trouves pas. Ah, tu vas dire, tu fais quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va autre. Ou bien? Donc, c'est pas clair. D'accord? Et il y a des médecins, franchement, qui, au lieu de... On cherche. Bon, évidemment, les palus, tout le monde sait, hypertension, on sait aussi. C'est pas hypertension, c'est pas HTA qu'il faut taper, hein. C'est hypertensive. D'accord? Bon, on le sait, d'accord, ok. Mais si tu mets HTA, ça marche pas, hein. Donc, celui qui n'a pas envie de chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Autre. Voilà. Ou alors, on a un truc aussi qu'on a ajouté, c'est normal. Parce qu'il y a des fois, finalement, c'est pas dans ce que vous voulez, on met normal ou autre, voilà. Donc, il y a un problème là. Et je pense qu'aussi la CIM 11, elle est plus adaptée. Mais quand est-ce que le public va passer à la CIM 11, dites-moi? Hein? Là, il faudra changer tous les outils, c'est bien ça? Si c'était informatisé partout, il n'y aurait pas de problème. Hein? Ensuite, donc, on donne tous les mois, toutes les semaines, comme a dit le Dr Sogiedo. Nous, c'est avant 10 heures. Mais quand tu es... ouais. Et quand tu arrives à 10h01 ou 5, là, on va te dire que tu n'es pas à jour, là, tu es en jaune. Et puis, on te dit, à la fin, conclusion, le privé noie les efforts du public. Là, je l'ai en travers de la gorge. Non. Okay, mais c'est pas grave. Ça, c'est ma zone sanitaire. C'est pas grave. Vous avez encore 1 minute, madame. D'accord. S'il vous plaît, parce que je sais que c'est très intéressant, mais bon, on va... Ben oui, mais en fait, ça serait bien que, au moins une fois, le public essaie de comprendre comment le privé fonctionne. Okay. Et il y a eu, mes collègues en ont parlé déjà, okay. Mais je comprends que quand vous voulez venir nous superviser, vous avez certaines difficultés. Et le fait que ça soit informatisé, ça vous rebute. Et du coup, on ne sait pas nous superviser. Mais il faut qu'on évolue. Alors allons-y. Ok, merci beaucoup. Je donne juste 1 minute à mes panélistes pour donner des éléments de réponse et nous allons clôturer par la séance du rapporteur. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je remercie chacun des intervenants de tout à l'heure. Les mots qui ont été utilisés sont bien utilisés, sont venus à point nommé. Je crois, Dr Mousset disait tout à l'heure, le public se trouve avec l'État central et se réjouit de ça, le privé dans son coin là-bas. Tant que ça va continuer comme ça, le problème que nous sommes en train de soulever ici ne sera jamais réglé.
Et souffrons que nous soyons à cette étape jusqu'à aujourd'hui. Le public ne maîtrise pas trop ce que le privé fait. Le privé ne sait pas ce que le public fait. Les deux veulent travailler sur le même patient. Donc, souffrons que ça soit un problème comme ça. Mes doyens qui ont pris la parole tout à l'heure, c'est pas que rien n'est fait. Il y a des cliniques privées, des cabinets privés qui donnent des données statistiques. Beaucoup de données sont transmises, mais il reste à faire. Parce que nous sommes, entre nous ici, nous ne sommes pas là pour dire ce que le public est en train de faire. Nous sommes là pour dire ce que le privé est en train de faire et veut améliorer. C'est au fait ça. Si nous disons ici que tout est bien, c'est rose, bon, privé donne tout, qu'est-ce qu'on aura à corriger? Il n'y aura rien. Donc, c'est un peu dans ce sens, nous pouvons comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Et je vais attirer l'attention sur quelque chose. Beaucoup de cliniques, de grandes cliniques, digitalisent leurs dossiers, c'est vrai. Mais, entre nous, le niveau central est 1 et veulent superviser toutes ces cliniques privées à partir d'un seul support de collecte de données d'information. Et d'une clinique à autre, voilà que ce qui est collecté est disparate. Nous voulons que le central-là se situe à quel niveau pour qualifier quoi à ce moment-là. J'inviterai donc les privés même dans une fraternité, une convivialité, à partager aussi les informations ou les efforts que chacun fournisse pour qu'il y ait unanimité dans ce qu'ils font aussi. Merci. Merci. 2 secondes. D'accord. Merci, monsieur. C'est tout juste pour confirmer que les cliniques privées fournissent des informations dans la base. Puisque aujourd'hui, environ 900 cliniques fournissent des informations dans la base sur le plan national. 900 cliniques. Donc, et en ce qui concerne la digitalisation, la direction du système d'information du ministère de la Santé a un projet qui est en cours, qui va tenir compte de la digitalisation au niveau national. Donc, au moment opportun, vous aurez les informations. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. À présent, je vais laisser la parole au rapporteur pour juste synthétiser l'essence de notre échange. Merci, monsieur le modérateur. Donc, pour la première partie de cette table ronde, dont le thème est interopérabilité et système d'information en santé, cette première partie s'est intéressée à la problématique de la collecte et de la gestion des statistiques et données de santé. Dans un premier temps, nous avons eu la présentation de Madame Dovonou Aïna sur la gestion des données et traitement des données sanitaires au Bénin. Et nous avons retenu que la collecte des données au Bénin se fait sur la base du système national informatisé de gestion sanitaire SNIG et de la plateforme et du DHIS2, qui est une plateforme web pour centraliser les données sanitaires pour la surveillance des indicateurs de données. Et donc, la collecte se fait sur la base des sources primaires, dossiers, ainsi de suite. Les données collectées, volume d'activité, profil patient, morbidité, mortalité. La collecte est centralisée au niveau des zones sanitaires, le traitement des données au niveau des zones sanitaires et au niveau de la direction départementale de santé. Et puis après, ces données et les traitements se font et se consolident au niveau du ministère de la Santé. Et on retient que le secteur sanitaire privé participe quand même à la fourniture de ces données-là, puisque selon les statistiques de 2023, où les structures privées ont participé dans 44,9%, et puis en 2024, 47,20%, donc une bonne progression. Les difficultés rencontrées sont liées, il y a les difficultés liées aux ressources humaines, matérielles et financières. Et donc, pour le docteur, je crois, monsieur Agossou, les difficultés rencontrées lors de ces collectes de données, c'est d'abord, dans un premier temps, l'absence de données exploitables.
Et pour les vrais problèmes, il les a résumés en 5 niveaux. Premier niveau, double fardeau de collecte, redondance des données, papier et données. Il faut encore saisir les données. Deuxième temps, vol de temps pour le clinicien, ce qui est un frein quand même à la prise en charge des patients et donc les données ne sont pas fiables. Troisième niveau, mauvaise qualité de données liée à l'absence d'interface standardisée et difficulté d'interconnectivité. Quatrième niveau, multiplicité des fiches de programme selon les programmes, ce qui prend un temps fou pour celui qui doit remplir le dossier. Et cinquième niveau, l'absence de ressources humaines qualifiées, donc nécessité de motivation devant la baisse de la motivation. Et donc, en résumé, selon le modérateur et les divers intervenants, on retient que la digitalisation des données n'est pas seulement un problème du secteur privé, mais plutôt public-privé, et donc le ministère de la Santé doit quand même nous aider à tout digitaliser pour que nous puissions donner des données fiables. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, cher rapporteur. Je pense que tout a été dit. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est peut-être 3 mots: digitalisation, standardisation et échange en temps réel des données fiables. Donc, sur ce, je vous remercie pour ce premier